C'est parti. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, pour cette nouvelle réunion concepteur, on va parler de la construction en solutions techniques non courantes. Et du coup, pour traiter de ce sujet, on a deux experts du sujet, Pierre Milon de la PAV et Élodie Legoas de BTP Consultant. Avant d'entrer du coup dans le vif du sujet, Élodie, est-ce que tu veux bien te présenter en deux, trois mots et l'activité aussi de BTP Consultant? Donc, bonjour, je suis Élodie Legoas. Je suis contrôleur technique, ingénieur chargé d'affaires chez BTP Consultant. J'ai rejoint le groupe il y a 1 an et demi et j'ai rejoint Ecobat il y a 1 an. BTP Consultant, c'est un groupe qui couvre le territoire national. On a des agences qui sont réparties sur le territoire français. On intervient dans le cadre de contrôle technique, mais aussi pour tout ce qui est partie SPS, diag, que ce soit amiante, thermite, plomb. On a des spécialistes en interne aussi qui s'occupent de tout ce qui est acoustique, thermique. Donc voilà, on couvre un panel assez large en matière de contrôle technique, un peu comme tous les autres bureaux de contrôle. Merci Elodie. Pierre, je te passe la parole aussi pour te présenter en quelques mots et l'activité aussi de la PAV. Oui, bonjour, vous m'entendez? Ouais. Donc, Pierre Milon, société APAV, et moi je suis donc aussi contrôleur technique et référent matériaux biosourcés pour le nord-ouest de la France. Donc APAV, nous, ça a été créé il y a 150 ans, un groupe français. Aujourd'hui, je vais parler surtout de l'agence Bâtiment Atlantique que je représente, et nous, on est basé sur 3 sites, Saint-Nazaire, Nantes et La Roche-sur-Yon. Voilà, donc après, on fait toutes les activités liées au bâtiment, au même titre que celles détaillées par Élodie. Ok, merci Pierre. Alors avant du coup d'entrer dans le vif du sujet, donc Elodie et Pierre nous ont préparé un petit support de présentation. Ils vont aborder un certain nombre de notions. On a prévu du coup plusieurs temps pour les questions et on va essayer de se tenir à ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est soit vous retenez votre question pour le moment où c'est les questions, ou alors vous pouvez aussi, et c'est peut-être le plus simple, les noter au fur et à mesure dans le chat. Et comme ça, moi, je vous passerai la parole au moment des questions pour pouvoir les poser et que Élodie et Pierre puissent y répondre. Si ça vous va? Très bien. C'est parti. Pierre, Élodie, je vous laisse la parole et faire le partage d'écran. Voilà. Hop. Donc, en première partie, donc, je vais introduire la partie. Je voulais rappeler les principales missions du contrôleur technique au-delà du nom des missions. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, alors juste Ouais. du coup, tant qu'on n'en est pas à la phase de questions, si vous pouvez couper vos micros pour on soit pas perturbé par les sons de ce qui se passe partout chez vous, c'est super. Merci, vas-y Pierre. Donc, ouais, on a remis les différentes missions du contrôleur technique au-delà du nom des missions et du panel. L'idée, c'est de bien montrer qu'il y a deux cadres différents. Donc, on a les missions qui sont liées à la solidité, qu'on va appeler cadre normatif aujourd'hui, et les missions liées à la sécurité et à la conformité, qui sont cadres réglementaires. Les gros points importants dans nos missions, c'est que nous, on est là pour prévenir les aléas techniques euh, dès la phase conception et jusqu'à la livraison des ouvrages. Le point fort de notre métier contrôleur technique, c'est l'analyse de risque, ce qui est propre à nos missions. C'est là où on intervient dans le cadre des techniques non courantes. On a un grand principe aussi que je voulais rappeler, c'est qu'on ne fait pas du tout de prescription sur les ouvrages. Ça, c'est aussi ce qui nous différencie de la maîtrise d'œuvre et du bureau d'études. Tu peux mettre la suivante, Ulti. Donc, au niveau des grandes notions, euh, pourquoi on différencie réglementation et cadre normatif? Donc, les réglementations, c'est des applications obligatoires, c'est fixé par des lois, des décrets, des arrêtés, euh, ça fixe souvent des objectifs et on est obligé. Ah, apparemment, la présentation n'est pas assez grande. Grand écran. Alors C'est pas Lucie, sûr. tu peux réduire les fenêtres où on voit tout le monde, ça te permettra de l'avoir en plus grand sur ton écran, parce que là, Elodie l'a mis en plein écran, donc elle pourra pas faire mieux. Donc, la réglementation, c'est vraiment d'application obligatoire. Là, il y a pas d'analyse de risque possible et on doit justifier qu'on prouve qu'on respecte la réglementation.
D'un point de vue des normes, je laisserai Élodie développer la partie réglementation, et d'un point de vue des normes, c'est là où on a des marges de manœuvre, c'est l'application volontaire, c'est des notions d'assurance, et on verra ce qu'on peut faire. C'est important aussi de rappeler qu'il y a d'autres référentiels qui existent, des écrits ou des oraux, ça peut être des règles de bonne pratique, des techniques ancestrales, voilà, et c'est aussi l'application obligatoire, volontaire, pardon, et on peut s'en servir pour, euh, pour faire notre analyse de risque. Une norme est d'application obligatoire à partir du moment où elle est citée par une réglementation ou par des référentiels type un CCTP. Par exemple, si on note le respect d'un DTU dans un CCTP, on sera obligé de le respecter après. Je vais laisser du coup Élodie développer la partie sur le cadre réglementaire. Donc, au niveau de la réglementation, différents types de réglementation s'appliquent en fonction du projet. Si on se trouve en habitation, en ERP ou en code du travail, on a des réglementations sur le sujet de la thermique, sur le parasismique, sur l'accessibilité et sur la sécurité incendie à appliquer, également en acoustique. Et donc, ces réglementations sont propres à chaque type de projet. Et on doit trouver tous les moyens pour respecter ce qui est demandé dans les textes relatifs à ces sujets. Donc le cadre réglementaire, comme l'a dit Pierre déjà, c'est un cadre qui est d'application obligatoire et le respect de celui-ci doit être justifié par différents éléments. Donc on peut s'appuyer pour justifier la conformité à la réglementation via des PV d'essais réalisés en laboratoire, des PV de réaction au feu, des PV de résistance au feu, des PV de performance acoustique ou thermique. On peut aussi s'appuyer sur des essais type essai AEV pour les performances des menuiseries. Des déclarations de performance aussi peuvent délivrer les informations sur la conformité des éléments qu'on souhaite mettre en œuvre dans notre projet. Pour la réglementation en matière de sécurité incendie, on va s'appuyer sur l'article GN12 qui nous indique qu'on doit justifier les classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction. On doit être en mesure, quand on livre un projet, notamment en ERP, de justifier la performance des matériaux mis en œuvre en fournissant notamment des PV de résistance et de réaction au feu. Donc on doit montrer patte blanche en matière de réglementation. On doit vraiment pouvoir se justifier et montrer qu'on est conforme au texte en vigueur. Je laisse la main à Donc, Pierre. merci, Élodie. Donc, d'un point de vue cadre normatif, alors ce schéma fait un peu peur, mais on le voit très souvent partout. Pourquoi on a, on a écrit des DTU, des règles pro, alors que c'est pas d'application obligatoire et que ça nous embête plus qu'autre chose sur certains matériaux? En fait, c'est avant tout une problématique d'assurabilité. Les assureurs, ils se sont mis autour de la table, ils ont fixé des corpus de texte où ils savent que si on respecte ces exigences, il y aura vraisemblablement peu de risques de sinistre sur l'ouvrage. Ces corpus, c'est le fruit de longues discussions. Au sein de la France, c'est la commission prévention produits mis en place par l'AQC qui fixe le domaine technique courante, non courante, en fonction des référentiels. Sur ce schéma, ce qu'on remarque, c'est on a des référentiels qui sont connus, reconnus, qui sont automatiquement techniques courantes, comme les normes, les DTU, les règles pro ouvrage. Et par contre, l'analyse de la C2P intervient pour tout ce qui est avis technique, ATEX, euh, Pass Innovation, mais maintenant il n'existe plus, donc c'est principalement ATEX et avis technique. Euh, donc là, on remarque bien dans ce cas-là les deux grandes cases, technique courante et technique non courante. Et c'est vraiment cette ligne, dès qu'on part en technique non courante, où on n'a plus de garantie d'assurance. Les politiques de base d'assurance, que ce soit assurance déo, garantie décennale, ne couvrent que de la technique courante. Pour quasiment tous les assureurs, je crois qu'il n'y a que la MAF qui fait des exceptions et exception et qui étend un peu ce domaine. Mais sinon, il faut vraiment être vigilant sur cette limite et avoir la discussion avec son assureur pour traiter le sujet. J'ai mis juste après, on peut aller sur la dépôt d'après, Elodie, les exemples de référentiels pour les rappeler. Donc, on trouve en effet tout ce qui est DTU, les règles professionnelles acceptées par la C2P, donc on trouve les règles paille, chanvre, et également plein d'avis techniques qui sont plutôt
des référentiels fournisseurs, fabricants. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tous ces avis techniques et à texte également, appréciation technique expérimentale, on les retrouve sur le site du CSTB, euh, évaluation CSTB, préfère, je crois. On y accède facilement sur Google et on retrouve tous les documents avec leur date de validité. Voilà pour cette partie-là, et on va pouvoir traiter les questions, que ce soit sur cadre normatif et réglementaire. C'est le moment où vous pouvez poser vos premières questions sur le début de cette présentation. L'idée, c'est Marie-Lise déjà principalement de fixer ces deux cadres et après, on va vous montrer comment innover. Marie-Lise Ouais, alors peut-être que ma question intervient pas au bon moment, mais moi j'ai une problématique avec le bois brûlé. J'ai déjà contacté Pierre à ce sujet. Aujourd'hui, on discute avec certains bureaux de contrôle. Du coup, là, est-ce que vous pouvez me dire, parce que c'est une technique ancestrale, du coup, où est-ce qu'elle se situe dans ce tableau-là entre, donc je sais que c'est une technique non courante, enfin j'imagine. Du coup, comment je peux rassurer mon client par rapport aux assurances en disant, bah oui, c'est une technique ancestrale, donc elle est quand même un petit peu couverte ou pas du tout, ou est-ce que vous arrivez à répondre à ça? Au niveau de ce qui est important, c'est que déjà, quand on parle de technique courante ou non courante, j'ai dit que c'était une problématique d'assurance, mais du coup, c'est directement lié à du clos couvert, un risque de sinistre. On peut très bien faire de la technique non courante sur des matériaux qui n'ont pas d'incidence sur un ouvrage. Typiquement sur le bois brûlé, si on s'en sert de bardage mais qu'il n'a pas lieu de clos couvert, ça peut être sur un mur par pain enduit ou alors sur un mur où on a déjà une protection, ça peut être un pare-pluie résistant aux UV ou ces choses-là. On n'a pas de notion de technique courante, non courante. Euh, Au niveau du bois brûlé, à ma connaissance, il n'y a pas de référentiel. C'est ce que j'avais évoqué, je crois, normalement au téléphone. On va se retrouver beaucoup dans le domaine non traditionnel, autre, suivant le tableau. Et après les seules possibilités pour passer en technique courante, c'est passer par le CSTB. Hein. Enfin, il faut qu'il y ait cette analyse de la C2P. Mais ça, on va l'évoquer juste après l'innovation. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette première partie? Oui, moi je veux bien. Vas-y, Lucie. Qu'est-ce qu'on doit indiquer dans nos CCTP pour être le plus large possible? Du coup, c'est parce que si on met conformité au DTU, c'est assez restrictif finalement. C'est sûr que si le projet est prévu non conforme au DTU et que c'est marqué dans le CCTP qu'il faut le respecter, ça va bloquer le projet. L'idée, c'était aussi l'occasion de notre échange, c'est d'expliquer que nous, on peut être là aussi en amont, dans le cadre de nos missions, pour vous dire, bah, OK, on va être en technique non courante, comment on le traite, comment on fait pour l'écrire et lancer sa consultation. D'accord, donc technique non courante, il vaut mieux du coup indiquer dans le CCTP que c'est plutôt respecter les textes en vigueur, là c'est plus large. Bah, à voir, enfin, est-ce que du coup, si on est en technique non courante, ça dépend sur quels aspects. Si c'est, je prends un exemple simple, on construit en paille à 11 mètres, 12 mètres, les règles pro, elles s'arrêtent à 8. On peut pas dire dans le CCTP qu'on devrait être conforme aux règles pro. On peut dire qu'on s'appuiera sur les règles pro dans le cas du projet, mais on sera en technique non courante. D'accord. Ok, merci. Et donc là, ce que tu conseilles, Pierre, c'est de consulter un bureau de contrôle en amont au moment de la rédaction du CCTP pour le détailler au mieux. Bah, je pense que ça soit Elodie ou moi, on a tout intérêt à être là le plus tôt dans les projets. C'est pas forcément plus cher en honoraire parce que nous, c'est en fonction du montant et de la durée de travaux. Et au moins, ça permet d'éviter ces problématiques où c'est sûr que sinon on est consulté au moment de la consultation ou qu'on émet un avis sur un CCTP qui dit qu'on est conforme à un référentiel alors que vraisemblablement les plans, on ne l'est pas. C'est un peu tard pour se poser les questions et on aura un problème lors de la consultation. Une question de Céline. J'imagine que la mission du bureau de contrôle intervient en avant-projet.
Alors oui, nous, comme le disait Pierre, l'intérêt pour nous et pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est de nous faire intervenir le plus en amont possible pour qu'on puisse déceler le moindre sujet lié à des techniques courantes, non courantes, mises en œuvre et envisagées dans le cadre du projet, pour permettre la faisabilité d'un dossier et vérifier sa conformité ou justement aller vers des techniques non courantes. N'hésitez pas à consulter les bureaux de contrôle le plus tôt possible parce que comme le disait Pierre, on est missionné en fonction, et notre contrat est établi en fonction du montant de travaux, de la durée du chantier, et pas à partir de quand on va commencer à rédiger des rapports. Donc voilà, faites appel à nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie ou on peut continuer? Donc, Clotilde? Oui, Ouais. bonjour. Pardon, je suis arrivée en retard. Ah, pardon, je crois que tu avais une question. Ah non, non, pas du tout. Non, Ok. non, je... Ok, et ben on continue du coup, Élodie et Pierre? Donc je prends la main. Donc, comme on vient de le voir, les projets doivent respecter la réglementation en vigueur ou peuvent aussi envisager des techniques non courantes. Donc, dans un projet, à partir du moment où on a identifié la présence d'une technique non courante, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit on réfléchit le projet différemment et on change le système constructif pour revenir en technique courante, auquel cas on n'a plus de questions à se poser. Mais dès lors que l'on souhaite innover, comment s'y prendre? Donc, il y a différentes solutions pour innover dans le cadre d'un projet et sortir des techniques courantes. Donc, déjà, on peut se faire accompagner par le bureau de contrôle pour réaliser une analyse de risque renforcée et envisager éventuellement un avis de chantier ou une analyse de risque renforcée avec le bureau de contrôle. Donc ça peut se passer si toutes les parties sont en accord, MOA, BE, assureur et entreprise. Il faut que chacun vérifie son assurabilité pour partir vers cette solution. On fait une analyse de risque, on étudie les justifications qui sont possibles à être apportées et faciles à fournir au bureau de contrôle pour qu'il puisse faire son analyse de risque. Et on vérifie les conséquences en cas de risque. Est-ce qu'elles sont limitées ou est-ce que ça va plus loin? Donc là, c'est toute une discussion à avoir avec le bureau de contrôle. L'autre solution, c'est partir vers une appréciation technique d'expérimentation, autrement dit une ATEX. Donc cette ATEX-là, c'est pas du tout le bureau de contrôle qui va la porter. C'est au contraire le CSTB. Il faut contacter le CSTB pour réaliser ces ATEX. Je vais développer ces deux sujets dans les slides qui suivent. Donc, si je reviens vers la première solution pour innover, la solution avis de chantier, qui peut aussi se dénommer analyse de risque renforcée, qui peut aussi avoir d'autres dénominations en fonction des bureaux de contrôle vers qui vous vous tournerez. Eh bien, comment lancer un avis de chantier, comment lancer une analyse de risque renforcée? Donc, c'est un échange avec le bureau de contrôle. La pertinence et la faisabilité de l'avis de chantier seront évaluées par le contrôleur technique et sa direction technique en fonction de la courante envisagée, du risque que ça introduit pour le projet, pour le maître d'ouvrage. On va vérifier aussi si on a un retour d'expérience sur le sujet. La maîtrise d'œuvre peut également faire part de son retour d'expérience favorable sur ce type d'ouvrage en particulier. Le bureau de contrôle, par la suite, va questionner l'équipe de maîtrise d'œuvre et demander des justifications spécifiques pour justifier la pérennité de l'ouvrage dans le temps. Et chacun doit vérifier si on est assuré pour réaliser cette technique et mettre en œuvre cette technique non courante. Donc, en tant que bureau de contrôle, nous-mêmes, nous allons devoir vérifier si notre assureur nous suit, mais généralement, c'est pas trop problématique. Un avis de chantier ne permet pas de revenir en technique courante. L'assureur de chaque projet du projet doit être consulté pour vérifier l'assurabilité du projet. Certains assureurs vont être moins frileux que d'autres pour envisager la mise en œuvre d'une technique non courante. Et encore une fois, elle va s'appuyer sur éventuellement l'analyse de risque qui aura été faite au préalable.
Donc, chaque partie prenante du projet doit fournir une attestation nominative d'assurance au bureau de contrôle, que ce soit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études ou entreprise. Chacun doit vérifier très en amont, de fait, s'il est bien assuré pour cette technique. Enfin, on tenait à attirer votre attention sur le temps d'étude et de validation qui est nécessaire pour cet avis de chantier, même si les échanges sont plus fluides parce que vous allez discuter directement avec votre bureau de contrôle et la personne qui suit votre projet. Il faut quand même prendre en compte qu'il va y avoir des échanges à avoir entre maîtrise d'œuvre, entreprise, bureau d'études et bureau de contrôle pour pouvoir justifier cette technique non courante-là. Donc, certaines sont plus faciles à justifier que d'autres. En tout cas, il y aura des justifications techniques à apporter. Un bureau de contrôle va avoir besoin d'éléments pour valider la technique et faire en sorte que se réalise sans sinistre à venir. Donc voilà pour l'avis de chantier. Si on passe à la solution d'ATEX, d'appréciation technique d'expérimentation, donc là, comme je vous le disais, on va contacter le CSTB. Donc cette procédure d'ATEX est un petit peu plus compliquée, on va dire, puisqu'elle va demander peut-être plus de temps, plus d'échanges et va certainement coûter aussi plus cher qu'un avis de chantier. Mais on se tourne vers l'ATEX lorsque, par exemple, l'assureur ne valide pas la mise en œuvre d'une technique non courante dans le cadre d'un avis de chantier. Ou pour toute autre raison, la solution ATEX reste une solution qui est vraiment très favorable pour un projet qui souhaite innover, puisque si l'ATEX est reçu favorablement, la technique en question peut passer en technique courante. Mais malgré tout, voilà un petit schéma qui vous détaille les différentes étapes par lesquelles il faut passer avant d'obtenir une ATEX favorable par le CSTB. Donc, l'ATEX est instruite par le CSTB, elle est étudiée par un rapporteur et délivrée par un comité d'experts réduit. Donc, il faut demander le plus en amont possible cette procédure d'ATEX et l'intégrer au planning des travaux, puisqu'il va y avoir également des échanges à avoir avec l'entreprise. Donc, l'entreprise qui porte cette ATEX-là doit être aussi justement sensibilisée à ce sujet dès la consultation. Donc, au-delà des réunions préalables, des devis, de la constitution du dossier, il y a pas mal de réunions d'intermédiaires qui auront lieu avec le CSTB. Et au moment de la commission, cette commission peut remettre 4 appréciations distinctes, soit une appréciation favorable, alors on passe en technique courante, soit une appréciation défavorable, auquel cas on se rend bien compte qu'on a entrepris ces démarches, mais celles-ci n'ont pas abouti. Donc là, généralement, on est alerté bien en amont avant d'obtenir cet avis défavorable. On peut avoir une appréciation réservée ou réservée avec suivi, auquel cas il y aura des compléments de justification à apporter auprès du CSTB pour obtenir finalement cette ATEX. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire pour l'ATEX. Je laisse Pierre compléter si jamais il y a des éléments complémentaires que tu souhaites apporter. Merci, Elodie. Bon, c'était complet. Juste peut-être un point sur les types d'ATEX. En haut, vous retrouvez KA, KB, KC. Ce qui est important de savoir, c'est que les ATEX de KA, c'est des ATEX qu'on peut utiliser sur plusieurs projets. Vous, dans le cas d'un projet, vous pouvez très bien récupérer une ATEX de KA qui a été faite sur un autre projet. Au contraire, les ATEX de KB, c'est du one shot, hein, c'est un accompagnement pour un projet et on ne peut pas en faire d'autres. KC, c'est assez rare, c'est un renouvellement d'ATEX de KB, mais il faut que ça soit exactement le même projet, même dans la même localisation, la même typologie de bâtiment et les mêmes modes constructifs. On peut passer à la suite, si tu veux le dire. Je crois qu'il y a une question, mais on va peut-être attendre la fin de... Ouais, on va prendre les questions Ok. à la fin de cette partie. Ouais. Donc, au niveau du cadre réglementaire, on est un peu plus limité pour innover parce que là, ce qu'on avait tout à l'heure, analyse de risque, avis de chantier, on ne peut pas en faire en sécurité incendie vu qu'on est censé justifier qu'on respecte les exigences. Le focus qu'on voulait vous présenter, c'est sur la sécurité incendie parce que c'est quand même un gros point sur le biosourcé. On trouve différentes
moyens de justifier les performances d'un procédé ou d'un produit. Le premier, le plus courant, c'est l'appréciation de laboratoire et l'ingénierie incendie. On fait appel à un laboratoire pour justifier les performances du produit, que ce soit en réaction au feu, en résistance ou propagation du feu par les façades. Alors souvent, de faire appel à un laboratoire, ça fait peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires, ils ont plusieurs outils, hein. C'est pas forcément des résultats d'essai. On pourrait très bien, ils peuvent très bien s'appuyer sur l'exploitation des connaissances acquises lors des incendies ou l'utilisation de résultats de calcul ou de procédures mixtes faisant appel aux résultats expérimentaux. Le, le, la vie, les, le rapport de laboratoire d'essai le plus complexe, c'est l'essai Le Pierre 2, qu'on retrouve beaucoup en construction bois, notamment le FCBR, on a fait plusieurs. Donc là, c'est un essai très conséquent, échelle 1-1, où là, on est à 150 000 euros l'essai, entre 100 et 150 000 euros l'essai. La filière paille en a fait aussi. Euh, j'ai des projets où on demande l'avis à un laboratoire et sur l'incidence du projet, c'est 1500 euros, 2000 euros, parce qu'il s'appuie de ce qui a déjà été fait. L'autre solution, c'est de demander une dérogation aux autorités, donc, en l'occurrence le SDIS 44 pour nous. Donc ça, c'est vraiment permis par la réglementation. Et nous, c'est pas notre rôle, on n'a pas le droit de le faire. On peut discuter avec les pompiers, leur demander des dérogations. Il y a des choses qu'ils préfèrent que d'autres. Ça peut être par exemple sur du bois apparent qui n'a pas la bonne réaction au feu requise. On peut négocier avec les pompiers. Ça peut être des dégagements supplémentaires, de la, de la protection, de la disponibilité en eau d'extinction plus importante, avec peut-être un poteau incendie à proximité, ces choses-là. C'est des discussions qui sont ouvertes et permises et que l'on invite à faire en amont s'il y a vraiment des points qui veulent être négociés. L'autre solution, c'est plus un point d'alerte, c'est la solution d'effet équivalent qui est introduite par la loi Elan. Je ne sais pas si ça parle à certains. Alors c'est en fait dans le cas de la loi Elan, il y a un nouveau principe qui a été mis dans la loi, le permis d'innover, où en fait on a le droit de ne pas respecter une réglementation à condition que l'on justifie que la méthodologie qu'on utilise répond aux mêmes exigences. Donc ça, c'est pas mal sur le papier. Après, dans les faits, c'est encore très complexe à mettre en œuvre. Il y a que, aux dernières nouvelles, il n'y a que 3 solutions qui ont été mises en œuvre. C'est des procédures très très longues où les personnes ont regretté un peu d'avoir fait les démarches. Un point aussi qu'on retrouve et qui est important, c'est qu'il y a des procédés d'amélioration, notamment l'unification du bois dans la masse, qu'on retrouve beaucoup sur des réactions au feu de bardage ou alors d'éléments structuraux pour améliorer les performances du bois. Après, on perd pour certains sujets l'aspect environnemental, mais ça peut permettre de mettre du bois alors qu'on était au point de mettre du béton, par exemple. Donc voilà. La diapo d'après, Elodie, c'était les points à retenir. Ouais, donc là, c'était un peu une synthèse de ce qu'on vient de dire. Technique courante, c'est vraiment le langage des assureurs. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les référentiels évoluent tous les jours. Dans le cadre de l'analyse de risque, nous, on utilise tout ce qui vient et il appartient aux fournisseurs de justifier la conformité d'un produit. L'application des normes est obligatoire si elle est citée dans les pièces marchées, on en revenait tout à l'heure dessus. Et aussi un focus, mais on va revenir sur les retours d'expérience, sur l'assurabilité des entreprises en technique non courante, où en effet, quand on lance une consultation avec des techniques non courantes, on peut aussi avoir beaucoup moins de répondants parce que c'est des extensions d'assurance et que ça fait peur aussi aux entreprises. On va faire un petit point pour les questions. Gaëlle, du coup, tu en avais mis une dans le chat. Je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous les deux et merci beaucoup pour les explications. Je voulais savoir, j'ai entendu parler en début de semaine d'AAT, enfin d'ATT, pardon, qui vont être mis en place ou sont peut-être déjà mis en place par le CSTB. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'ai pas eu beaucoup d'informations, donc si jamais vous en avez de votre côté, je suis preneuse. C'est apparemment appréciation de techniques de transition.
pour favoriser justement l'innovation et les transitions notamment sur l'utilisation de matériaux qui sont pas voilà, normés ou répondent pas à certaines réglementations. Moi, j'en ai entendu parler rapidement. Je sais pas si Elodie, tu l'as Non, entendu. j'avoue, j'en ai pas entendu parler. Ok. Alors, j'en ai entendu parler rapidement, mais de mémoire, c'est des procédures qui vont être mises en place quand on a un procédé qui est en fin d'avis technique. Parce qu'on a parlé des ATEX, des avis techniques, c'est des, euh, des documents qui ont des dates de validité. Et on se retrouve avec le cas qu'on a actuellement, c'est l'ATEX en porteur de briques techniques concept, hein, les BTC porteuses, qui est en fin d'ATEX. S'ils avaient une ATEX de KA, donc utilisable sur beaucoup de projets, qui arrive en fin de validité, ils vont a priori pas lancer d'avis technique parce que c'est des coûts. Et normalement, c'est un peu la suite. Et après, on part sur des règles pro ou un DTU. L'ATT de mémoire, c'est quand on a des produits fournisseurs comme ça qui sont en fin de référentiel et qui vont être intégrés dans des règles pro ou dans un DTU pour faire une transition en termes de référentiel et qu'on reste dans le domaine courant et éviter qu'il y ait des procédés qui soient en courant parce qu'il y a eu des études de fait au CSTB et qu'après ils perdent leur référentiel, donc ils repassent en non courant en attente de discussion règles pro ou DTU. Alors sous réserve, hein, j'avais lu des éléments là-dessus, je pense que c'est de ça qu'on parle. Après, mémoire, c'est pas encore d'actualité. En tout cas, ça sera des procédures portées par le CSTB au même titre que les ATEX, où c'est des procédures fournisseurs pour faire une extension de leurs produits payantes. Ok, merci beaucoup. Non, mais c'est clair. J'avais un peu espoir que ce soit justement quelque chose, même avant latex, qui aide Bah, à utiliser d'autres matériaux. Mais bon, on faudra qu'on se rapproche du CSTB pour en savoir plus éventuellement. Et en tout cas, merci. c'est sûr qu'avant, hormis latex, le seul processus qu'on mettait en avant là, c'est l'analyse de risque renforcée ou l'avis de chantier, où nous, on intervient pour vous aider dans le cadre de cette analyse de risque. Mais c'est une prise de risque collective où tout le monde doit être dans la boucle et tout le monde doit savoir que c'est un projet au même titre que quelqu'un qui est en autoconstruction et qui prend des risques dans sa construction parce qu'il veut faire lui-même de l'innovation, voilà, et que par contre après en termes d'assurabilité, ça peut être plus compliqué. Ok, merci. La suite après, c'est des retours d'expérience. On va chacun détailler des retours d'expérience, ça permettra peut-être de comprendre un peu plus et d'ouvrir la discussion. Ouais. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux commencer. Le retour d'expérience que je voulais mettre en avant, c'est à Moreuil actuellement une crèche en remplissage paille hachée. Alors la paille hachée, il n'y a aucun référentiel de technique courante. On est 100% technique non courante. Il y a eu 2 ATEX de KB, voilà, sur un seul projet qui ont été validés. Donc nous, le maître d'ouvrage, qui est la communauté commune, ne souhaitait pas lancer une procédure d'ATEX pour principalement une question de budget et savoir s'il n'y avait pas une autre solution. Et sinon, il partait en paille en botte. Nous, on a suggéré de le traiter en technique non courante parce on a du retour d'expérience en interne à PAV, notamment avec les 2 ATEX de KB au Crous de Poitiers et à Perpignan pour la deuxième. Donc, pour comprendre un peu le fonctionnement, on a un projet, nous, on a un dossier d'ATEX de KB qui a été porté, qui a été validé par le CSTB sur un projet d'envergure. On a un projet qui est beaucoup plus petit, avec beaucoup moins de surface, un simple rez-de-chaussée. Et, et donc, on comprend bien que le risque est plus maîtrisé que sur le Crous de Poitiers. Et donc, on a accompagné sur cette analyse pour le traiter en analyse de risque non courant. Donc, dans le processus, en fait, nous, on a fait une chiffrage d'une mission complémentaire pour ce travail-là, en transmettant notre liste de justificatifs attendus. Et après, les entreprises répondent et nous transmettent ces justificatifs-là. Sur ce procédé, les justificatifs, c'est assez simple, hein. Moi, j'ai demandé de retravailler des détails de façade, notamment les jonctions acrotaires, etc. Après, on a un AMO paille sur le projet qui est aussi très, très investi, donc c'était plus des discussions tous les deux pour définir le protocole adapté afin de réduire ces risques.
Euh, En termes de coûts, pour être transparent, donc le projet, la crèche, donc on a 2,7 millions d'euros. On m'a posé la question l'autre fois si ça représentait aussi les aménagements paysagers, tout ça. Je n'ai aucune idée. Mais nous, notre mission, notre complément de mission, on était à 3 500 euros avec une visite sur site, en comptant mon déplacement pour une visite sur site. Donc, sur l'incidence du projet, euh, par rapport à une ATEX qui aurait été plutôt aux alentours de 50 ou 60 000 euros, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et actuellement, j'ai pas de retour sur des surprimes éventuelles induites par les assureurs euh, dans le cadre du projet. Donc, le projet que j'ai en cours, moi, en procédure d'avis de chantier auprès de ma direction technique, c'est un projet de bâtiment collectif à Guérande où l'architecte avait souhaité créer une enveloppe de bois autour du bâtiment, tant en bardage qu'en couverture. Et donc, au niveau des dessins archi, on se rend bien compte qu'une couverture sur laquelle on vient fixer un bardage, ça veut dire plein de points de fixation qui traversent notre plan de couverture, notre plan d'étanchéité, et qui peuvent entraîner évidemment des infiltrations d'eau ou des points de condensation, etc. Donc, ce sujet a été très longuement étudié. Il y a des solutions sous ATEX qui existent, mais qui ne rentraient absolument pas dans le budget du projet. Donc, il y a eu de longues discussions, de longues recherches, tant de la part du maître d'ouvrage, de l'architecte que du bureau de contrôle finalement, pour aboutir à cette solution sous avis de chantier, du coup, qui est portée par ma direction technique. Ma direction technique a fait part à la maîtrise d'ouvrage, à la maîtrise d'œuvre et à l'entreprise des justifications qui seraient attendues, justement, des références également attendues en termes de mise en œuvre de ce produit. L'avis de chantier est en cours, donc on attend des éléments là, de précision de la part de l'entreprise, puisque pour le moment, il y a uniquement des détails qui nous ont été communiqués, alors qu'on a bien insisté sur le fait que des justifications par le calcul doivent être fournies. Donc c'est un peu ça, le sujet, c'est que au début, tout le monde est partant pour l'avis de chantier, mais après, il faut quand même se donner les moyens de fournir certaines justifications qui sont indispensables pour nous, pour faire notre analyse des risques et nous prononcer favorablement. Donc voilà, les échanges sont en cours. Un autre projet moins local en analyse de risque renforcée. Alors, il est intéressant ce projet parce qu'il est découpé en deux procédés. Donc, c'est l'ITE Paille à Paris. Le premier projet en ITE Paille en R+7. On a deux modes constructifs sur ce projet. Le premier, du R+3 au R+7, qui est des épines, c'est le petit schéma qui est présent. On vient fixer une ossature bois sur la façade, on remplit avec des bottes de paille et on fait un enduit. Et un autre projet où là, il n'y a pas de schéma pour le R+1 et le R+2, où là, c'est des bottes de paille qui sont fixées sur la façade avec des bretelles PVC, au même titre que des sangles sur des palettes. Donc là, on a vraiment deux modes constructifs différents. Euh, on- il n'y avait pas de volonté de faire une procédure d'ATEX. On a accompagné, nous, dans le cadre d'une analyse de risque renforcée, vraiment sur une grosse innovation, parce que c'était le premier projet. Donc du R+3 au R+7 sur la partie épine. Sur la partie bretelle, au R+1, R+2, on a commencé l'accompagnement, mais des risques ont été identifiés et, euh, et ont pas du tout, enfin, il n'y avait pas de justificatif possible. Donc on a mis un avis défavorable sur la technique R+1, R+2, notamment sur la pérennité du PVC dans le temps, sa réaction par rapport à la chaleur, et aussi utiliser quelque chose qui est lié fait pour lier des palettes ponctuellement sur une durée dans le temps beaucoup plus importante. Donc le maître d'ouvrage a choisi quand même de garder ce procédé pour le R+1 et le R+2 en assumant le risque. Il a un procédé qui est non courant avec pas d'analyse du bureau de contrôle et donc une absence d'assurance sur ce procédé. C'est un risque qui a été porté par Paris Habitat sur le projet. Et sur le R+3, R+7, donc nous, il y avait des risques identifiés. Pour information, on avait donc la masse rajoutée sur la façade parce qu'on a quand même beaucoup de poids ajouté.
Et on a également demandé une étude WUFI pour le comportement hygrométrique de la paroi, notamment au droit des points singuliers. Et après, beaucoup de contrôles sur chantier. Voilà, donc là, j'ai plus les coûts de la procédure d'analyse de risque renforcée. Ouais, j'ai plus ça en tête vu que c'était suivi par quelqu'un d'autre. Et le retour d'expérience au sujet de latex que je voulais vous présenter, c'était plutôt à propos du village olympique. Finalement, ça a été un peu un laboratoire à ciel ouvert pour les différents bureaux de contrôle, le CSTB. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de procédures d'ATEX de lancer sur ce village olympique, puisque de nombreux procédés non traditionnels et non courants ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet. Donc, en l'occurrence, nous, on a accompagné Vinci Immobilier pour Universen A2 et B2. Et donc, c'est ma direction technique à Paris qui s'est occupée effectivement de ces procédures d'ATEX. Donc, il y avait différents types de finition de façade qui étaient visés par ces procédures. Un procédé de tôle nervurée sur façade à ossature bois panneau bloc, bardage cassette métallique sur façade à ossature bois, une façade aussi en bardeau de terre cuite sur façade à ossature bois, et enfin une solution DTX avec isolant laine de roche sur FOB. Donc on comprend bien que là le sujet c'est revêtir une façade à ossature bois. Beaucoup de procédés de bardage peuvent être mis en œuvre sur des solutions de murs à ossature bois, DTU 31.2. Là on parlait du DTU 31.4, plus d'autres sujets liés à ces bardages mis en œuvre sur les FOB. Donc, nous avons accompagné l'équipe dans le cadre de 3 procédures d'ATEX et les principaux points qui étaient à justifier pour le CSTB et les éléments à fournir étaient les suivants. Un essai AEV, évidemment, pour tout ce qui est étanchéité à l'air, à l'eau et au vent. L'appréciation de laboratoire pour l'aspect sécurité incendie. Tout à l'heure, Pierre en a parlé avec l'essai Le Pire. Il y a eu également une étude de transfert hygrothermique WUFI qui a été réalisée. Des justifications à apporter sur les isolants biosourcés mis en œuvre dans le cadre de ce projet. Des précisions et les dimensionnements des flèches des façades à ossature bois, des justifications apportées sur les revêtements extérieurs, leur tenue mécanique, etc. Et enfin, les entreprises ont dû fournir un plan d'assurance qualité avec toute une méthodologie de mise en œuvre et d'autocontrôle à fournir au bureau de contrôle, au CSTB. Donc voilà pour notre présentation. On vous remercie pour votre attention. On a avec Pierre noté ici nos coordonnées. Donc si vous avez des questions complémentaires à nous poser, n'hésitez pas. L'essentiel, c'est d'avoir nos numéros de téléphone pour pouvoir nous appeler si vous avez des questions. C'est pour ça qu'on fait partie du réseau pour partager notre expérience. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Alors, sachant que vous aurez tous le support de présentation, je vous l'enverrai par mail. Donc, vous aurez les coordonnées dedans d'Élodie et Pierre, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les prendre en note. Du coup, on repasse un petit temps de questions. Est-ce que ces exemples, ces cas concrets, vous soulèvent des interrogations? Eh ben moi, j'ai une question sur ton exemple, Pierre, sur l'ITE Paille là, de l'immeuble. Le maître d'ouvrage, qu'est-ce qui fait qu'il a préféré porter la responsabilité lui-même et du coup de ne pas s'assurer? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de persévérer dans cette solution-là? Il y avait une volonté de participer à l'émancipation de la filière et au développement de l'ITEPA de la part de Paris Habitat. Sur l'aspect bretelle R+1, R+2, nous, on a bien indiqué qu'en termes d'analyse de risque, on n'était pas capable d'accompagner sur un avis favorable. Mais on a aussi alerté sur le fait que s'ils allaient sur une procédure ATEX auprès du CSTB, il était peu probable qu'ils aient également un avis favorable, sans réaliser pas manquer d'essais coûteux. Donc
je pense que enfin voilà, c'est une prise de risque faite par Habitat, et puis ils savent que s'ils ont un sinistre, euh, ils, ils referont les 2 premiers niveaux en ITE. Ok. Donc, s'ils ont poussé le curseur, c'était vraiment parce qu'ils voulaient Oui, absolument cette solution. Ok. parce qu'il y avait une volonté de chantier participatif, et c'est vrai que sur ce mode constructif, ça s'y prêtait beaucoup plus. Tout pouvait être fait en participatif, et en plus on faisait l'économie de toute la structure bois. Il y a Pierre-Yves qui a une question aussi. Ouais, j'ai Oui. vu sa question. Si mon maître d'ouvrage a missionné un autre bureau de contrôle, je peux vous poser une question en off quand même. Oui, il n'y a pas de souci. Il y a même aussi des fois où nous, on parlait que c'était la durée et le montant des travaux. Je sais que les durées et les montants sont fixés des fois assez tardivement en fonction de l'évolution du projet. Moi, je sais que pour moi, personnellement, j'ai aucun souci à répondre aux questions, même sur des projets de confrères. Mais oui, effectivement, on est là dans le réseau justement pour partager nos expériences. Donc, même nous, des fois, on va se retrouver à avoir des questions sur des techniques que vous maîtrisez mieux que nous. Donc, voilà, c'est un partage d'informations, un partage de connaissances. C'est pour ça qu'on fait partie du réseau. Il y a aussi Euh, un point souvent qui est méconnu. oui. On fait des missions de contrôle technique, mais on fait aussi de l'assistance. Voilà, enfin, moi, ça m'est arrivé de vendre des forfaits de réunion sur des projets, notamment en phase concours, quand le bureau de contrôle, ce sera pas nous, ou aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ponctuellement. Enfin, on verra tout sur une question ou sur un rendez-vous de temps en temps. Moi, j'ai pas de, je fais pas de prestations, mais si vous souhaitez aussi quelque chose de plus officiel, on peut. Je voulais juste rebondir, moi, sur la question d'Aurélie et aussi sur ce que vient de dire Pierre. Je me permets de valider. Je l'ai déjà sollicité pour 2, 3 questions voilà, sur du biosourcé ou du réemploi. Bien sûr, on n'a pas passé énormément. C'était pas non plus des journées, mais voilà, merci beaucoup encore une fois, Pierre, de m'avoir partagé ton expertise. Et je voulais rebondir sur la question d'Aurélie. À l'inverse, et désolé si j'ai raté le moment ou si j'ai pas compris, qu'est-ce qui a fait que vous avez quel était le risque pour que vous puissiez pas suivre sur le projet de Paris là sur un R+1 et R+2, pardon. Alors, vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui. Alors, au niveau du risque sur les sangles, nous, en fait, on a analysé et on a vu que, enfin, il fallait nous justifier que, en termes de pérennité, les sangles allaient pas s'abîmer dans les 10 prochaines années, et risquer de faire chuter les bottes de paille. Comment ça résiste aussi en cas de forte chaleur. Enfin, on le voit bien, hein, du PVC qui vieillit, ça se dégrade, ça perd ses performances mécaniques, et il n'y a pas de produit qui existe et qui est garanti pour 10 ans en extérieur, même si on est protégé par enduit, on ne sait pas le comportement. Ok, Donc j'avais c'était ça raté les principaux sujets. sangle, en fait, en plastique. Voilà. J'avais entendu plastique tout à l'heure, mais j'avais pas compris en quoi Ah, c'était lié ok. avec les. D'accord, donc je comprends mieux, merci. Il y a Bon. Mathias aussi qui a une question. Je te laisse prendre la parole, Mathias. Mariam, je te passe la parole après. Merci. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Du coup, ouais, je m'intéresse pas mal aux constructions type Earthship, des constructions de maisons individuelles qui sont avec un mur côté nord enterré et fait en pneus pour la structure même de la maison. Est-ce que vous avez déjà des retours sur ce genre de choses? Moi, pour ma part, aucun. Ok. Moi non plus, et je pense que c'est 100% technique non courante. Alors après, pareil, si le risque est maîtrisé, que c'est ponctuel, etc., c'est des choses qui s'étudient. Mais quand on part sur du porteur, on a quand même plus de problématiques, Ah oui. notamment en zone sismique, où, résultat, on se confronte à la fois de la solidité, mais à la fois de la réglementation. Ok. Mariam? Merci Aurélie. Bonjour Elodie et Pierre et merci pour la présentation. En fait, j'avais une question sur latex type A. Je voudrais en savoir plus. Est-ce que latex type A, c'est bien lié aux nouveaux matériaux? Alors, la texte de KA, elle est souvent portée par un fournisseur ou un fabricant.
qui Oui, souhaitent mettre sur le marché un nouveau produit. On le retrouve également porté par des gros promoteurs ou des grosses maîtrises d'ouvrage qui veulent développer ça sur un certain nombre de projets. C'est des projets. Le meilleur exemple, hein, je ne sais pas si vous connaissez la Cikielo qui fait la paille hachée. Là, ils sont en procédure d'ATEX de KA pour massifier l'usage de la paille hachée et ils sont passés avant par 2 ATEX de KB. Euh, et, et je pense que sur le protocole, c'est un peu le même. Hein, on transmet un dossier au CSTB, il nous émet des questions, on demande des justificatifs, on recomplète le dossier jusqu'au rapport final et à la, j'ai perdu le mot, à la soutenance finale pour la validation. Le problème quand on est sur un texte de KA, c'est qu'on vise beaucoup plus de projets, donc on doit justifier beaucoup plus de risques. Voilà. d'accord. On a latex pour technique pour tous et non pour tous, les deux. Oui, c'est ça. Alors, la texte, elle regroupe tous les sujets. Ils vont à la fois traiter aussi l'aspect réglementaire, acoustique, sécurité incendie. Et en porteur, après, ça dépend ce qu'on décide de déposer en ATEX. Enfin, on décide son domaine d'emploi. Donc, si on souhaite déposer que sur un domaine limité, on choisit. Sachant que plus on vise large, plus on aura des justificatifs à transmettre. Et là, je vous invite vraiment de vous rapprocher de la Cikielo qui est en train de faire cet exercice en ce moment. Nous, je sais qu'on les accompagne au sein de la direction technique nationale et je pense qu'ils seront assez ouverts pour discuter de combien ça leur coûte, quelle est la procédure, quels essais ils ont fait, etc. Et pour ceux que D'accord. ça intéresse, du coup, Yellow fait aussi partie du réseau Ecobat. Donc, Ouais. je peux vous transmettre les coordonnées aussi pour ceux qui voudront creuser Parfait. avec eux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question par rapport à toi. Est-ce que dans le cadre de l'emploi, on est sur de la technicité courante, technique non courante? Et si on est en libéral, qu'est-ce qui permettrait de passer en technique courante? Alors, le réemploi, je sais que nous, dans le cadre d'un projet qui comporte du réemploi, il y a une mission qui a été créée, la mission réemploi. Et dans cette mission-là, effectivement, on part sur une analyse complète du matériau qui doit être réemployé. Et on demande un certain nombre de justifications, et notamment de la caractérisation des matériaux, comme on en a discuté hier lors de la réunion. En tout cas, quand on part avec du réemploi, moi, mon expérience, c'est qu'il faut d'abord, le maître d'ouvrage doit d'abord poser la question à son assureur si effectivement il le suit pour du réemploi, notamment si c'est pour un matériau qui va jouer le rôle de clos couvert. Auquel cas, certains maîtres d'ouvrage, leur assureur, ne souhaitent pas y aller. Donc la première question, c'est peut-être ça, c'est se renseigner auprès de son assureur, de son assurabilité, hein. Je parle du maître d'ouvrage, mais finalement, ça vise encore une fois tous les intervenants du projet. Si l'assureur est partant, alors on part dans une procédure et on analyse les matériaux qui sont prévus d'être réemployés. Et on caractérise tout ça pour valider et être assuré finalement à la fin du projet. Sur le réemploi, on n'a pas de solution pour être en technique courante. C'est ce que disait Elodie. Enfin, il n'y a aucun référentiel pour être en technique courante et il n'y a aucune procédure au sein du CSTB pour l'être. On ne peut pas faire une latex sur du réemploi. C'est vraiment le point complexe en ce moment. Voilà. Il y a d'autres questions? Pierre-Yves, vas-y. Et merci pour la question parce que je l'avais en stock au cas où. Faut que tu actives ton micro. Ah oui, pardon, je la lis donc. Est-ce que parmi vos retours d'expérience, vous avez des assurances qui sont plus bloquantes que la moyenne et donc plutôt à déconseiller à nos maîtres d'ouvrage qui seraient OK pour se lancer dans l'aventure? Alors, je sais que j'ai fait une intervention, moi. On retrouve souvent dans ces discussions la SMA et la MAF qui sont assez ouverts. Je crois même que la MAF n'a pas cette politique de courant, non courant dans les clauses de contrat d'assurance. Et j'ai pas d'exemple. Sur la crèche de Moret, je sais que le bureau d'études structure a beaucoup de mal à faire valider par son assureur, mais je n'ai plus le nom. Je vais le rechercher. Je pourrais te le donner si tu veux. Ouais, merci. Quand tu parles de la MAF, c'est l'assurance des archives?
Oui. Merci. Il y a une question de Céline. Est-ce que je te laisse prendre la parole, Céline? Oui, vous m'entendez? Est-ce que j'ai un problème de micro? On t'entend très bien. Alors, en fait, je fais des projets avec des installations photovoltaïques. Et donc, j'avais un client qui voulait une installation intégrée. Et donc, la MAF m'a indiqué qu'ils n'assuraient pas les systèmes intégrés, mais que les systèmes en rapportaient pour des problèmes d'étanchéité. Donc, je voulais savoir quelle solution je pouvais avoir, quelle alternative je pouvais avoir dans le montage du projet pour pouvoir au moins avoir une assurance de panneaux intégrés. Alors, je sais que l'intégration de panneaux photovoltaïques en toiture pose souvent des questions, que ce soit en intégré ou surimposé, ou quand on est en toiture étanchée, en fonction des plots. Enfin, c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Moi, ce que j'ai retenu là-dessus, c'est qu'il fallait se tourner vers des solutions sous avis technique ou sous ATEX, parce qu'il en existe. Alors, maintenant, je les connais pas toutes, loin de là, mais voilà, il y a certains procédés qui disposent d'avis techniques ou d'ATEX en cours de validité qui permettent justement de répondre à cette problématique. D'accord, ok. Et donc, si je pars sur un produit sous ATEX ou avis technique, c'est quelque chose que je peux peut-être voir avec la MAF, ou ça veut dire que si jamais eux ils disent on n'assure pas des solutions non intégrées, c'est quelque chose qui ne sera pas assurable sur le projet. Normalement, quand on choisit un produit sous avis technique ou sous ATEX, le risque est maîtrisé. En fait, c'est un produit qui est en train de faire ses preuves ou qui a déjà fait ses preuves, qui est validé par le CSTB. Donc, normalement, il n'y a pas de problématique d'assurabilité, sauf si c'est un avis technique qui n'est pas en liste verte sur le site de l'AQC. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord, merci. Il y a également Marilyn. Tu as une question autour de la veille. Je te laisse prendre la parole. Oui, en gros, en termes de veille, je me demandais, tiens, si quelque chose est passé sur le bois brûlé, comment je peux être mise au courant ou comment je peux suivre un petit peu ce qui se fait en dehors de mon réseau, quoi, en fait. Ça, c'est compliqué. Même nous, bureau de contrôle, on a un peu du mal à savoir ce qui sort et ce qui se fait. Et on découvre tous les jours les meilleurs relais, c'est les associations, les réseaux pro, les filières. Si sur le bois brûlé, il n'y a pas de filière identifiée, d'acteurs identifiés qui font le recensement, c'est compliqué. Nous, on n'a pas d'outil magique, en tout cas pour le retour d'expérience, et puis pour les référentiels qui sortent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh ben, on va s'arrêter là du coup pour ce temps. Ah si. Oui, Pierre, du coup, tu as rajouté le site du CSTB pour les J'ai avis envoyé le lien du techniques. CSTB et c'est celui avec les procédés photovoltaïques en intégré. À vérifier, mais il y en a quelques-uns. Ok. Eh ben, merci à tous du coup pour vos questions. Si vous en avez d'autres, de toute façon, voilà, vous aurez le support de présentation avec les coordonnées d'Élodie et Pierre. Donc n'hésitez pas à les contacter. C'est aussi à ça que sert le réseau. Merci à vous deux, Élodie et Pierre, pour votre disponibilité et tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui. Avec plaisir. Et du coup, eh ben, je vous avais envoyé un mail à tous, mais je vous repasse l'info. Maintenant, les vidéos des concepteurs sont accessibles sur une playlist que Agathe, notre collègue qui s'occupe de la communication, a mis en place. Donc, les visios seront accessibles aux adhérents du réseau. Voilà, Agathe qui fait coucou là.
Donc cette vidéo, vous pourrez aussi la retrouver en entier sur cette playlist. Donc n'hésitez pas à la revisionner ou la réécouter s'il y a besoin. Et voilà, n'hésitez pas à contacter Élodie et Pierre si vous avez d'autres questions. Et on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. On se retrouvera donc en début d'année. Probablement, le prochain sujet, ce sera sur la gestion des risques incendie et intempéries en phase chantier, sur des chantiers en éco-construction. Et sûrement aussi avec nos bureaux de contrôle. Donc, à très bientôt.